Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'Hebdo. Dans l'actualité cette semaine, cette annonce du gouvernement ce mercredi est terminée. Le couvre-feu à partir de ce dimanche, soit 10 jours avant la date initialement prévue. Autre annonce, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire, mais il reste en vigueur dans certaines situations, comme par exemple les regroupements, les lieux bondés, et les files d'attente ou encore les marchés. En Vendée, les rues piétonnes, remblais et fronts de mer aménagés sont également concernés. Et à l'image de ces annonces, la sortie progressive de la crise sanitaire s'accélère 10 jours après le début de la troisième phase du déconfinement. Et quel bilan pour les cahiers de rappel ou les QR codes dans les restaurants? Ils ont fait leur retour, mais seulement à l'intérieur. Les restaurateurs doivent ainsi demander les coordonnées de leurs clients pour identifier rapidement les potentiels cas contacts. Alexia Janet s'est rendue dans un établissement de La Roche-sur-Yon. Reportage. Pour une personne ? Oui, je vous laisse indiquer vos coordonnées et je vous laisserai vous installer. Dès que vous entrez dans un restaurant, vous le trouvez systématiquement. Le cahier de rappel fait son grand retour à l'intérieur des établissements. Chaque client qui rentre, qui consomme à l'intérieur, qu'à l'intérieur, doit inscrire son nom sur un cahier de rappel ou flasher le QR code qui est sur les portes d'entrée ou à côté de la caisse. Le QR code, le voici. Il suffit de le scanner via l'application Tous Anti-Covid. Ainsi, en cas de présence du virus, les cas contacts peuvent facilement être tracés par l'ARS ou encore la CPAM. Ce dispositif de cahier de rappel peut parfois être une contrainte pour les restaurateurs qui doivent prendre le temps d'informer leurs clients à l'entrée de l'établissement. Nous, en tant que restaurateurs, oui, nous sommes obligés de mettre en place le QR code, mais aussi le cahier de rappel pour ceux qui n'ont pas Internet. On n'a pas le choix, nous, en tant que restaurateurs. Voilà, c'est ce qu'il faut que ça soit clair, c'est qu'en tant que restaurateur, on a des lois à respecter, on les respecte. C'est comme tout, hein. On ne les respecte pas, on risque des amendes derrière. Et c'est vrai qu'une fermeture de restaurant, une fermeture administrative suite à un non-respect de protocole, ça serait quand même dommage au bout de 7 mois déjà de fermeture. Le client, lui, a le choix entre inscrire son nom sur le carnet ou scanner le QR code. Mais à partir du moment où il souhaite manger en intérieur, il est obligé de s'enregistrer. Nous avons le choix également entre le QR code afin de pouvoir entrer au sein du restaurant. Sans ça, nous vous inviterions à déjeuner à l'extérieur. Si on trouve vraiment un client récalcitrant, on va lui proposer par exemple une place en terrasse. Mais sinon ça se passe bien, en général il n'y a pas de souci, les gens sont contents de retrouver leur restaurant, leur bistrot, leur hôtel, donc ça fait plaisir. Les données récoltées sur le carnet, comme l'application, sont conservées pendant 14 jours avant d'être détruites. Si la situation évolue favorablement, à partir du 30 juin, toutes les restrictions mises en place dans ces établissements ne seront bientôt plus que d'histoire ancienne. Autre actualité au début de la semaine, les fortes chaleurs. Avant une accalmie ces derniers jours, le thermomètre affichait des températures autour de 30 degrés dans les EHPAD du département. Il a donc fallu s'adapter pour prendre soin des résidents. Ces derniers ont parfois du mal à percevoir la chaleur ou à ressentir la sensation de soif. Un reportage à Saint-Hermine, Alix Lanos. Cet après-midi, il y a une conférence sur le Japon à 3h au Salon Jaune. D'accord ? En plus, il fera frais, donc n'hésitez pas à descendre. Il est midi et la température grimpe déjà à plus de 30 degrés à l'extérieur. Dans la salle à manger de cet EHPAD, les 81 résidents sont bien sûr invités à s'hydrater. Habitué à travailler dans les champs, Albert ne craint pas tellement la chaleur. Il boit volontiers un verre d'eau quelque peu revisité. Il met un petit bain avec. Yo baptise. Ah oui. Le repas se passe au frais. Toute la matinée, la climatisation a pu fonctionner. Mais lorsque tous les résidents sont réunis, il faut désormais la couper. Alors effectivement, les règles elles ont évolué, puisqu'on sait que le Covid, c'est une particule qui se diffuse dans l'air. Donc la climatisation, elle fonctionne en amont. Et puis, quand ils sont présents, on stoppe la climatisation pour éviter la diffusion des particules, s'il devait y avoir. Après, quand ils sont dans leur logement et qu'ils veulent utiliser un ventilateur, aucun souci. Ils doivent juste l'arrêter quand le soignant rentre. Thérèse et Norbert Serin sont équipés d'un ventilateur. Ils appliquent consciencieusement toutes les recommandations, mais difficile d'échapper à la chaleur. C'est un peu dur, mais on fait tout quand même pour l'éviter. Disons que la nuit, tout est ouvert, évidemment, et le matin, on baisse.
Volets baissés, brumisateurs, draps sur les fenêtres et même piscine gonflable pour bain de pied. Tout est bon pour se rafraîchir. Ça fait du bien. Elle était froide, mais bon. Les personnes âgées ont moins la sensation de chaleur et de soif et elles transpirent très peu. Alors toute l'équipe soignante est particulièrement vigilante aux signes de déshydratation. Les maux de tête, les vomissements, les crampes, les nausées, la somnolence et tout ça. Donc on va passer régulièrement donner de l'eau, des boissons fraîches, des yaourts ou des petites choses comme ça pour pouvoir hydrater les résidents. Après plus d'un an de protocole très strict en raison du Covid, la gestion de la chaleur semble presque facile. Mais personnel et résidents sont tout de même bien contents de savoir que les températures devraient très nettement baisser dans les prochains jours. Et puis toujours à propos de santé, ce lundi, c'était la journée mondiale des donneurs de sang. Et l'établissement français alerte, les stocks de sang sont inquiétants ce mois de juin, conséquence de plusieurs facteurs simultanés. Les hôpitaux ont par exemple plus de besoins actuellement avec la réalisation de nombreuses opérations reportées à cause du Covid. Les différents grands week-ends du mois de mai ont également affaibli la mobilisation des donneurs. Le mois de juin, c'est le mois qui précède l'été. Les départs en vacances, et c'est un mois qui est traditionnellement moins fréquenté pour la collecte du sang. Il peut y avoir des périodes plus difficiles que d'autres. Actuellement, on a effectivement, en conjonction peut-être avec le déconfinement de beau temps, peut-être une moindre mobilisation. C'est ce qui nous incite à mobiliser justement nos donneurs en cette période aussi où la crise sanitaire semble être un petit peu derrière nous. Les besoins, par contre, ils sont devant nous. Éducation à présent avec le bac 2021. Avant le grand oral la semaine prochaine, les élèves vendéens se sont penchés sur la philosophie et jeudi matin pour plus de 6500 terminales des filières technologiques et générales. Près de 5000 élèves de première ont également passé l'épreuve anticipée de français. Et en raison de la crise sanitaire, le bac a été adapté pour la deuxième année consécutive, notamment concernant cette épreuve écrite de philo. Explication, Alexia Janet. 10 minutes avant le début de la première épreuve du bac général et technologique. Les élèves sont loin de se laisser gagner par le stress et abordent l'écrit de philosophie avec sérénité. Car cette année, si les candidats ne réussissent pas cette épreuve, ils pourront toujours compter sur leur évaluation en contrôle continu, puisque seule la meilleure note des deux sera retenue. Il n'y a pas vraiment de stress cette année, puisqu'on sait qu'on aura notre moyenne en continu si jamais on a une moins bonne note. Et voilà, on va tout donner, mais on verra bien. C'est un secret, j'ai pas révisé du tout. Donc, après, on a eu pas mal de préparation avant justement les vacances, donc pas de stress, quoi. Voilà. C'est pas un bac normal parce qu'on n'a pas, du coup, il y a plus de sujets au choix et on n'a pas eu tous les cours de philo, on n'a pas pu suivre tout le programme, du coup. C'est plus compliqué, je pense. Une fois les sujets distribués, les élèves retrouvent parfois certains thèmes qu'ils n'ont pas forcément eu le temps d'aborder en classe en raison de la crise sanitaire. Sommes-nous responsables de l'avenir? Discuter, est-ce renoncer à la violence? Ou encore savoir, est-ce ne rien croire? Cette année, 4 sujets ont été proposés aux candidats contre 3 habituellement. Le principe est de prendre en compte les absences qu'ont eu les élèves dans les établissements scolaires cette année du fait de la pandémie. Il est vrai que le stress lié à l'aspect capital de l'épreuve a peut-être un petit peu disparu, en particulier cette année, du fait qu'on ne prenne pas forcément en compte leurs notes d'écrit. Mais il n'empêche que pour la plupart des élèves, c'est quand même un rite, une habitude que leurs aînés leur ont fait passer. À peine 1 heure après le début de l'examen, les premiers candidats commencent à sortir de la salle. Ici, la majorité des élèves ont fini avant même la fin de l'épreuve. Je suis sortie au bout d'1h45. C'était un peu compliqué, mais on fait avec. C'était pas super simple en fait. Et surtout qu'on n'a pas eu beaucoup d'épreuves cette année et c'était une année assez étrange. Donc c'était pas la meilleure des conditions, je pense. Je suis sorti au bout de 2h20. Et comment ça s'est passé pas très bien, mais on verra bien. Cette année, le contrôle continu représente au moins 82% de la notation finale. En attendant les résultats, les lycéens doivent encore passer le grand oral lundi prochain. En bref, au chapitre social, les agents de la fonction publique étaient mobilisés ce mardi. Des rassemblements étaient organisés un peu partout en France, comme vous le voyez sur ces images à La Roche-sur-Yon. Au cœur de la contestation, l'application de la loi de transformation de la fonction publique à partir de janvier 2022. Et parmi les principaux points de discorde pour les syndicats, la réduction du nombre de jours de congés
payés. Parlons de politique désormais, week-end d'élections, premier tour des départementales et des régionales ce dimanche. TV Vendée vous fera vivre en direct à partir de 19h50 tous les résultats de cette soirée et toutes les réactions des candidats. Nous serons sur le terrain dans de nombreux cantons vendéens ainsi qu'à l'hôtel de région de Nantes. Alors comment faire pour aller voter dimanche ? Samuel Grasset vous explique tout. Il était sur ce plateau vendredi midi. Un double scrutin en effet. Alors c'est déjà arrivé en 2004 notamment, mais c'est plutôt rare parce que ça permet de mobiliser les électeurs une seule fois pour 2 élections, mais en revanche ça demande une organisation beaucoup plus complexe car pour ne pas mélanger les scrutins, un double circuit de vote doit être défini. Cela veut donc dire 2 fois plus de personnes pour tenir les bureaux de vote et puis un nombre d'urnes et d'isoloirs également multiplié par 2. Alors comment ça va se passer dimanche ? Soit votre bureau de vote habituel est suffisamment grand et tout se déroulera dans la même pièce, soit 2 salles différentes seront aménagées. Quoi qu'il arrive, vous prendrez les bulletins d'abord pour la première élection, vous irez dans l'isoloir et vous déposerez votre bulletin dans l'urne. Et ensuite seulement vous devrez effectuer le même parcours pour la seconde élection. Une seule exception aux herbiers où il s'agit de machines à voter. Et puis un double scrutin donc, qui demande une organisation plus importante. Dans 146 communes vendéennes, les bureaux de vote ont été transférés pour permettre une organisation plus optimum. Vous retrouverez la liste sur notre site internet, les bureaux de vote qui seront ouverts de 8h à 18h partout en Vendée. Et ce double scrutin, il est toujours sous contrainte sanitaire. Oui, alors des règles précises ont été édictées. Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur du bureau de vote. Une distance d'1,50 m devra être respectée entre chaque personne et pas plus de 3 électeurs à l'intérieur du bureau de vote en même temps ou 6 si les scrutins ont lieu dans la même pièce. On n'oublie pas pour voter de venir avec une pièce d'identité, avec sa carte d'électeur, même si elle n'est pas obligatoire, mais aussi d'apporter un stylo pour pouvoir émarger. Et puis il y aura aussi du gel hydroalcoolique. Et puis à noter que les dépouillements pourront exceptionnellement se dérouler en extérieur. Sachez enfin que pour les bureaux de vote, les assesseurs, les agents des mairies doivent présenter un test PCR négatif ou encore être vaccinés. Et rendez-vous donc dimanche soir à partir de 19h50 sur TV Vendée. Et si vous voulez en savoir plus sur ces élections, ces chroniques pédagogiques sont à retrouver sur notre site internet. Un dernier mot de patrimoine à l'occasion des journées européennes de l'archéologie ce week-end. Focus sur une découverte faite à Mortagne-sur-Sèvre lors de fouilles préventives l'automne dernier. Une nécropole mérovingienne s'est ainsi révélée aux chercheurs. Le chantier est désormais terminé et les sépultures retrouvées sont examinées à Carquefou au centre régional de recherche de l'INRAP. Ce dimanche, le public pourra en savoir davantage sur les premiers résultats de ces fouilles. Explication, Grégoire de Châtillon. C'est une surprise, des fibres d'ortie découvertes sur cette épingle agrandie au microscope. Ici, sur cette autre épingle, des fibres de lin qui ont gardé leur couleur. Des découvertes datées autour du 7e siècle sur le site de cette nécropole de Mortagne-sur-Sèvre. Sur place, parmi les 99 tombes mises à jour, 15 individus ont été inhumés dans des sarcophages. Une des choses vraiment intéressantes sur ce site, c'est que l'une de ces tombes en sarcophage renferme en fait 2 individus dans 2 sarcophages séparés, mais déposés côte à côte sur un seul geste funéraire. Donc on a une seule tombe, deux défunts et 2 inhumations en sarcophage côte à côte. La taille, l'âge, le sexe, l'anthropologue va travailler sur l'identité de tous ces individus retrouvés dans le cimetière mérovingien grâce aux ossements rapportés sur place à l'Institut national de recherche archéologique préventive de la région située à Carquefou. L'étude biologique va permettre de dresser, si vous voulez, un instantané de la population, c'est-à-dire comment on vivait à Mortagne pendant à peu près 2 siècles, quelles sont les caractéristiques de cette population. La restitution des premiers résultats de ces fouilles sera présentée pour la première fois dimanche par l'anthropologue. Nous on fouille là, moi je fouille à Mortagne avec une équipe, on vient d'un peu tout le Grand Ouest. Voilà, c'est important pour les gens en local d'avoir accès à leur patrimoine, c'est leur patrimoine qu'on vient fouiller. Nous on est juste quelque part un intermédiaire. Pour découvrir ce patrimoine, Élodie Cabot animera une conférence à 14h30 ce dimanche à Mortagne-sur-Sèvre. Pour y assister, la réservation est obligatoire. Et c'est la fin de cet hebdo. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur TV Vendée.